bonjour. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire. Alors relativement classique, mais je reviens juste un petit peu sur sa genèse. Euh, PMA, je vais parler de la structure, puis après voilà, les agences présenteront. PMA nous a proposé d'organiser un petit cycle, un cycle de trois formats. Voilà, comprenant un webinaire, comprenant une visite de terrain. Alors, vous savez qu'au niveau du RGMA, on parle de rencontres autour de réalisation. Et puis, comprenant également ce qui est, on renoue avec des choses assez antérieures et assez anciennes, un chantier participatif. Donc voilà, on a tout de suite, nous, bien évidemment, été très convaincus de la proposition. Et voilà, aujourd'hui, on va démarrer par un premier temps. Voilà, alors ces trois temps vont nous faire naviguer entre de la théorie et de la pratique à travers voilà, l'expérimentation d'une structure qui est PMA. Voilà, Cyril et Louise, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter et démarrer. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jean-François, aujourd'hui, le but, c'est de vous présenter un peu ce que c'est qu'un projet low-tech dit Castor ou LTPBR, Low-Tech Process Based Restoration, euh, qui est donc des techniques qui viennent des États-Unis, qui commencent à arriver en France, que vous avez certainement tous vu un petit peu passer dans vos fils d'actualité sur YouTube, etc. Et on a commencé à s'intéresser à ce sujet et on voulait partager notre expérience sur la découverte de ce. Donc voilà, moi je me présente, je m'appelle Cyril Egloff, je suis chargé de mission GEMAPI à Pays de Montbéliard Agglomération. Et donc avec moi aujourd'hui, on a Héloïse Vernier qui va se présenter, qui est l'apprentie de notre service. Héloïse Vernier, je suis apprentie au service GMAPI de PMA depuis septembre dernier jusqu'à août pour ma troisième année de BUT Génie biologique environnement. Donc, pour présenter rapidement Pays de Montbéliard Agglomération, donc on est un EPCI d'environ 140 000 habitants pour 73 communes. On est situé tout au nord-est du Doubs et on a un territoire un peu particulier à la confluence de plusieurs grosses rivières qui sont la Savoureuse, l'Allan et le Doubs, avec un cœur urbanisé assez dense autour de ces confluences, donc des problématiques d'inondation assez importantes, ce qui fait qu'on a 5 PPRI sur notre territoire et qu'on est donc un territoire à risque important d'inondation. Donc on a un service de 4 personnes, 3 agents plus un chef de service, et donc cette année, une apprentie était avec nous, Héloïse. Et donc, on travaille sur les thématiques classiques de la GEMAPI, le 1, 2, 5, 8, avec la petite subtilité on adhère à l'EPTB, et comme on est sur le Doubs, on a une partie de la compétence qui est transférée à l'EPTB sur le Doubs uniquement. Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu plus de comment je suis arrivé dans ce sujet-là d'un point de vue personnel. Donc, moi, je suis arrivé à PMA en 2016, et c'est justement en 2016 qu'on a commencé à voir l'arrivée du castor sur notre territoire, donc, qui a remonté du Doubs au fur et à mesure, et qui a commencé à s'installer sur notre territoire. On a repéré les premiers réfectoires, donc là où le castor mange ses petites brindilles et les dépose sur place. Et puis en 2018, on a vu cette fois-ci la première hutte sur un des espaces naturels que l'on gère, donc vraiment la preuve que le castor est installé, est bien installé pour le coup sur notre territoire. Et quelques années plus tard, en 2023, on a le Centre régional d'art contemporain, le CRAC, qui est à quelques centaines de mètres de PMA, qui a organisé une exposition autour du travail de Suzanne Husky, que vous avez certainement entendu parler si vous êtes intéressé à ce sujet. Une exposition qui s'appelait la parabole du bièvre. Vous avez une petite photo à droite. Et en fait, cette exposition était une introduction à l'intérêt du castor dans les milieux fluviaux. Comment est-ce qu'il peut nous aider à restaurer les cours d'eau et comment est-ce qu'on peut chercher à travailler avec le castor pour restaurer nos cours d'eau. Et donc voilà, de fil en aiguille, tout ça a infusé dans ma petite tête. Et moi, j'ai l'impression qu'on a besoin de trouver des nouvelles méthodes de travail pour être plus efficace, pour être plus rapide. On a tous sur notre territoire des dizaines ou des centaines de kilomètres de cours d'eau qui sont en mauvais état. Et on voit bien qu'au rythme actuel de restauration, il nous faudra plusieurs siècles pour atteindre le bon état de l'intégralité des cours d'eau.
Donc, j'ai toujours en tête l'idée de trouver des méthodes un peu plus efficaces, plus rapides, moins chères et surtout aussi avec moins d'impact en phase travaux. Donc, comme j'ai vu que ces méthodes commençaient à arriver en France, je me suis dit que ça serait bien d'avoir une stagiaire ou un apprenti pour nous aider en fait à découvrir ces nouvelles méthodes et monter un premier projet. C'est comme ça qu'Héloïse nous a rejoints. Donc, le programme de ce webinaire, il va être en deux temps. Une première partie où on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est que le low-tech Castor. On va revenir des fondamentaux, parler un petit peu de l'historique, des principes de fonctionnement, des principes techniques pour bien comprendre comment tout ça a été imaginé au départ. On va voir quelques exemples aux USA, puisque c'est de là-bas que viennent ces méthodes, et quelques exemples en France, enfin un exemple à chaque fois. Et d'un autre côté, on va parler de notre projet, de comment est-ce qu'on a monté notre projet, qu'est-ce qu'on va faire sur cette rivière, et vous parler un petit peu des aspects organisationnels, réglementaires, etc. Et on finira par une petite diapo pour reparler du RAR, donc de la date du 16 juillet, où là, l'objectif, c'est de venir voir le chantier en cours de réalisation, où il y aura une partie des ouvrages qui auront été réalisés, et de réaliser par nous-mêmes un ouvrage, histoire d'échanger et d'apprendre en faisant directement sur le cours d'eau. Comme on est gentil, on vous a prévu une petite diapo avec des ressources bibliographiques qui nous paraissent vraiment importantes pour comprendre tout ça. Il y a certaines ressources qui seront intéressantes à lire avant de venir pour le 16 juillet. Donc, pour en venir vraiment aux fondamentaux, la base de la base, on parle des techniques low-tech. Donc, le low-tech, je pense que vous savez tous ce que c'est, mais c'est l'objectif, c'est d'être le plus sobre en énergie, le plus sobre en matériaux, d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement, d'utiliser des technologies les plus simples possibles, tout en ayant un effet le plus efficace possible. Et on a donc une variante qui est apparue, mais en fait qui existe depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle le LTPBR, le Low Tech Process Based Restoration. Ne faites pas attention à mon accent anglais. Mais en gros, sous cette appellation, on met un ensemble d'outils, de techniques qui ont pour objectif d'imiter les processus naturels du cours d'eau. Donc, c'est des techniques, de techniques végétales qu'on utilise parfois depuis longtemps et qui se basent sur ces processus naturels et qui sont en fait du low-tech parce qu'on prend des matériaux sur place, on évite de venir avec des gros engins pour travailler le cours d'eau. Et parmi ces techniques, on a vraiment des techniques dites low-tech castor, où là, on cherche vraiment à imiter l'activité du castor sur le cours d'eau, en partant du principe que c'est une espèce dite ingénieure qui va modifier son milieu et qui va en fait le modifier dans le sens de la restauration. Donc voilà, l'objectif de ces techniques, c'est d'être dans le low-tech pour avoir le moins d'impact possible sur l'environnement global et aussi sur notre site et de réactiver des dynamiques hydromorphologiques naturelles pour en fait se servir de la force des rivières pour restaurer les cours d'eau par eux-mêmes, plutôt que de faire intervenir des pelleteuses, de brûler du gasoil et d'avoir une opération qui, en quelques semaines, restaure un milieu d'un seul coup, mais qui a un impact non négligeable. Je pense que vous l'avez déjà tous expérimenté. Donc, pour faire un petit historique de ces techniques, on retrouve dans la bibliographie des traces dès les années 1870-1930, que ce soit aux USA ou en France, avec beaucoup de tests en fait sur l'usage du bois pour faire des barrages rustiques, pour faire des ouvrages anti-érosifs en montagne. On trouve beaucoup de choses là-dessus, du crayonnage. Mais voilà, c'est le début de l'utilisation du bois en rivière pour essayer de restaurer ou d'améliorer les milieux. Et c'est beaucoup plus tard, dans les années 2000, qu'il y a eu vraiment une formalisation scientifique du concept de LTPBR par deux personnes que vous trouverez très régulièrement dans toute la bibliographie autour de ces techniques, qui sont d'un côté Joseph Wheaton et de l'autre côté Michael Pollock, qui ont développé en fait ces concepts qui donc consistent à imiter le castor sur les cours d'eau. Donc, ils ont fait plusieurs publications scientifiques dans les années 2000-2010 et jusqu'à aboutir en 2019 à deux documents qui sont vraiment centraux. Un petit manuel qui fait 300-400 pages, je crois, que vous retrouverez dans la bibliographie.
qui explique vraiment tous les fondements de ces techniques-là. Et vous avez un autre petit guide, pocket guide, comme ils disent, qui explique vraiment comment on construit les ouvrages sur le terrain. Donc à partir de là, autour de 2020, il y a commencé à avoir un premier développement en France qui a été impulsé et médiatisé par deux personnes que vous retrouverez un petit peu partout aussi sur cette thématique, qui sont d'une part Baptiste Morisot, qui est un philosophe que vous pouvez retrouver à la télé, par exemple. Il fait des interventions un petit peu partout pour essayer d'appuyer sur la nécessité de réconcilier le vivant avec l'homme et de travailler ensemble pour restaurer les milieux. Et donc, d'un autre côté, le travail de Suzanne Husky, qui a en fait illustré un petit peu toutes ces questions-là. Et les deux ont édité un petit livre qui s'appelle Rendre l'eau à la terre. Vous avez la petite première page qui est en bas à droite, qui parle justement de toutes ces techniques de restauration. Et sur le terrain, le pionnier, a priori la première personne qui a réalisé ces travaux, c'est Cédric Cadet au sein de Valence Roman Aglo, qui a travaillé sur la Véor, la Véor et sur la Lierne dans la Drôme en 2023. Et à partir de là, il y a beaucoup d'autres projets qui ont commencé à fleurir en France un petit peu partout. Alors, avant d'aller plus loin, il nous paraissait important d'appuyer sur les critères d'application de ces méthodes. Euh, pour pas aller trop vite et se dire que c'est une méthode parfaite qui va permettre de restaurer les cours d'eau un peu partout, travailler sur le vivant, il faut bien avoir en tête qu'il y a des limites qu'il faut respecter, sinon on risque en fait d'avoir des déconvenues assez importantes. Un des points les plus importants, c'est d'avoir un espace latéral suffisant, puisque l'objectif va être en fait de créer des érosions, de favoriser des débordements. Donc on comprend bien qu'il faut avoir la place pour permettre à notre cours d'eau de bouger latéralement, et il faut pouvoir déborder un petit peu partout pour créer des chenaux secondaires, des zones humides, etc. Donc il nous faut de la place sur la vallée, si possible toute la vallée, sinon au moins 10 fois la largeur du liminaire. Un deuxième point important, c'est d'avoir des berges qui soient réellement érodables et qui contiennent en fait des substrats graveleux qui vont nous servir à réalimenter le lit principal en matériaux pour permettre en fait de combattre l'incision. Un autre point important, c'est d'avoir une pente relativement douce, on va dire, autour des 1%. Le mieux, c'est d'être inférieur à 1%. L'idée, c'est que sur un cours d'eau de montagne avec 3, 4, 5% de pente, on ne peut pas appliquer ces méthodes car tous les ouvrages qu'on va réaliser vont être ruinés et en fait le castor naturellement ne s'installe pas sur ce type de cours d'eau-là parce qu'il y a trop de force pour créer des ouvrages. Inversement, si vous avez trop peu de pente, quelques pour 1000, là, comme on travaille sur l'idée de se servir de la force de la rivière, s'il n'y a pas de pente, il n'y a pas de force, il n'y a pas de puissance spécifique. Donc il faut qu'il y ait de la pente, mais pas de trop. Et enfin, il faut avoir un cours d'eau qui soit quand même d'une taille qui soit abordable. On ne va pas travailler sur des lits qui font 30-40 mètres de large parce qu'on sort du low-tech. Ça devient nettement plus compliqué de travailler sur ce type de rivière. Et parmi les deux derniers points qui sont importants mais qui sont un peu plus optionnels, c'est d'avoir une ressource en bois locale, parce qu'en fait, on va beaucoup se servir de bois pour créer ces ouvrages. Donc, s'ils sont sur place, eh ben, on peut vraiment les récolter et les utiliser directement sur place. Et le dernier point, c'est d'avoir du castor ou d'avoir potentiellement du castor qui vienne sur notre secteur sur lequel on aura travaillé, puisqu'en fait, ce qu'on espère, c'est que l'espèce prenne le relais et travaille un petit peu à notre place. Donc, pour simplifier, les cours d'eau sur lesquels on peut appliquer ces méthodes, c'est des petits cours d'eau de plaine, dans une zone naturelle, avec des berges facilement érodables, si possible bordées d'une ripisylve et d'une forêt, et si possible avec la présence du castor. Voilà. Il faut bien donc imaginer qu'on ne va pas travailler sur des cours d'eau de montagne avec des pierres qui font 50 cm de diamètre. On n'aura pas une efficacité importante sur ces cours d'eau-là, mais il faut réfléchir à bien localiser nos aménagements. Donc, une fois qu'on a dit ça, il faut revenir aussi sur les fondamentaux qui ont donc été développés par Pollock et Wheaton. Et il faut en passer en fait par la logique qu'ils ont développée sur le cycle de succession que nos cours d'eau vivent
à cause de l'incision. Donc, ils ont imaginé en fait ça en 4 étapes. La première étape, c'est l'état de nos cours d'eau qu'on a actuellement, qui sont en période de forte incision, parce qu'il y a eu un recalibrage, parce qu'il y a eu un curage, parce que enfin, tout un tas de raisons anthropiques qui ont amené ces cours d'eau à s'enfoncer brutalement. Donc, on a la nappe qui s'effondre avec, on a les matériaux qui partent et on a des eaux humides qui s'assèchent sur les bords. Ça, c'est la situation initiale de nos cours d'eau aujourd'hui. Ce qu'ils ont imaginé, c'est que au bout de plusieurs dizaines d'années ou plusieurs siècles, une fois que la scission aura atteint son maximum possible, une fois qu'elle aura tapé un fond argileux, un fond rocheux, en tout cas qu'elle ne puisse plus aller plus loin, à partir de là, les forces d'érosion sont tellement importantes dans le lit mineur que ce lit va commencer à s'élargir parce qu'en fait, il ne peut éroder que sur ces berges. Donc on rentre dans un cycle d'érosion des berges et d'élargissement de cette tranchée, en fait, et qui va pouvoir nous amener vers le troisième point où on va commencer à avoir une remontée du liminaire sous condition d'avoir la présence du vivant, en tout cas la présence de végétaux qui vont commencer à pouvoir s'installer sur les matériaux qui vont pouvoir se déposer sur cette vallée qui se sera élargie, enfin sur ce liminaire qui se sera élargi. Donc ces végétaux vont s'installer. On a aussi du bois mort qui va commencer à pouvoir se stocker sur place parce que les forces en fait auront diminué, les vitesses de courant vont diminuer, et si possible, le castor aussi va s'installer, et donc va commencer à créer ces barrages, et donc retenir les sédiments sur le site pour arriver au point numéro 4, à un équilibre dynamique avec un cours d'eau donc, qui est plus incisé, avec une nappe qui est remontée. Et voilà, c'est cette logique qu'ils ont imaginée, c'est cette trajectoire qu'ils ont imaginée pour nos cours d'eau. Avec le souci, c'est qu'on est dans l'ordre du millénaire pour espérer une restauration naturelle sans intervention humaine de nos cours d'eau. Donc, on imagine bien que nous, l'objectif, c'est de ne pas attendre 3000 ans d'avoir des cours d'eau qui se rééquilibrent par eux-mêmes. Notre objectif, c'est donc d'aller vers une restauration facilitée. Il faut bien garder en tête que cette restauration n'est possible que si on a supprimé les contraintes humaines autour du cours d'eau et si on a permis en fait à la vie de prospérer dans ce lit. Donc, la végétation, du bois mort, du castor, etc. Et donc, ce qui nous emmène vers la logique qu'ils ont imaginée pour ces restaurations dites LTPBR. Donc, même chose, c'est un cycle de restauration qu'ils ont imaginé avec en haut à gauche, vous avez l'état initial de notre lit qui est très incisé avec un niveau de nappe qui est très très bas sur lequel on va commencer à construire des ouvrages type Castor ou autres, qui vont du coup accélérer l'élargissement du lit parce que ces ouvrages ne vont soit commencer à retenir un petit peu les matériaux, mais surtout vont rompre assez rapidement parce qu'il y a trop de force d'érosion dans notre lit incisé. Du coup, ça va accélérer l'élargissement du lit en creusant les berges de part et d'autre de nos ouvrages qui ont été ruinés. Ce qui nous emmène au point C, donc au milieu à gauche, où là, avec ce lit élargi, on va pouvoir reconstruire des ouvrages qui vont maintenir le niveau d'eau, vont maintenir les sédiments bien plus efficacement parce que les forces vont commencer à s'adoucir. Ce qui nous emmène au point D, où cette fois-ci, on a vraiment des atterrissements qui se développent un petit peu partout, de la végétation qui peut s'installer. Et à partir de là, en fait, on peut espérer l'installation du castor. Parce que cette fois-ci, les forces d'érosion sont suffisamment bas que notre castor va pouvoir créer des ouvrages qui vont pouvoir se maintenir dans le temps. Et donc, nos sédiments, en fait, ils viennent du site, sur place, grâce à l'érosion des berges. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des berges qui soient érodables et qui soient, en fait, un réservoir de sédiments pour alimenter nos ouvrages. Et donc, on arrive aux deux derniers schémas du bas, où cette fois-ci, on a un niveau de nappe qui est remonté, un fond avec des sédiments, des barrages un petit peu partout, et le castor, en fait, qui entretient par lui-même ces ouvrages. Donc, ces techniques, en fait, elles permettent d'accélérer la guérison de l'incision et de réduire ce délai de plusieurs millénaires à quelques années ou plusieurs dizaines d'années, à la condition, encore une fois, qu'il n'y ait pas de pression humaine, qu'on laisse le castor s'installer, qu'on laisse le bois mort dans le lit, qu'on laisse la végétation s'installer
et qu'on ait bien respecté les critères d'application, donc des sédiments à disposition dans les berges pour les éroder. Voilà un petit peu la logique que sous-tend toutes ces techniques qui coulent pas forcément de source quand on est dans ce milieu-là. C'est pas forcément une manière d'imaginer l'évolution des cours d'eau et cette manière d'imaginer la restauration n'est pas forcément celle qu'on a appris ou qu'on a découvert dans nos expériences professionnelles. Donc à partir de là, Héloïse va commencer à vous présenter les ouvrages qu'on utilise dans ces techniques pour justement chercher à retenir les sédiments ou à créer des érosions pour alimenter notre lit en sédiments. Voilà, donc là, je vais vous présenter plus spécifiquement les structures que nous, on a prévu d'utiliser sur notre projet. Mais après, il faut quand même garder en tête qu'il existe plein d'autres configurations de structures possibles et qu'elles sont adaptables en fait à chaque situation, chaque caractéristique de cours d'eau, aux objectifs de restauration aussi qu'on a. Voilà, on va adapter la forme des structures, leur agencement, etc. en fonction de ce qu'on veut. Donc la première, c'est la Postline Wicker Wave. Donc, traduit littéralement, c'est la ligne de pieux tressé. C'est une des techniques qui, a priori, est la plus utilisée aux États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est celle qu'on voit le plus quand on regarde un peu les projets qui ont été faits déjà. Et donc, c'est assez simple. Ça porte bien son nom. C'est une ligne de pieux qui sont implantés dans le lit transversalement, donc espacés d'environ 30-50 cm, et qu'on va venir tresser avec des matériaux en bois plus souples, des branches du type saule, noisetier, ce genre de bois qu'on peut facilement du coup tresser entre ces pieux et qui vont retenir l'eau légèrement. Mais en fait, justement, l'avantage, c'est que c'est une structure qui est assez perméable à l'eau, mais qui va quand même retenir de manière assez efficace les matériaux plus grossiers, les sédiments, le sable, etc. Et donc permettre une accumulation de ces sédiments à l'amont sans créer de grosses retenues d'eau. C'est aussi une structure qu'on peut adapter notamment pour faciliter le passage des poissons en créant des échancrures pardon, ou des zones un peu plus basses. Et point très important, c'est que c'est des structures qui sont très temporaires. Donc, on peut le voir sur les images en bas de la diapo, avec l'image de gauche au printemps 2018 et à droite quelques mois après, donc je crois que c'est juin ou juillet. Et en fait, les forts débits vont venir exercer des pressions, vont venir éroder la berge à côté, et donc la structure n'est pas construite pour durer plusieurs années. Et donc cette structure qui au départ est complètement transversale et qui a pour but de retenir les sédiments peut aussi se transformer en structure érodable, enfin des épis d'érosion. Donc que je vais présenter maintenant, qui sont un autre type mais assez semblable. Donc les bank attach structures, littéralement des structures fixées à la berge, qui pour le coup, le but est vraiment de venir éroder la berge et pas de retenir les sédiments, mais de les apporter dans le lit de la rivière. Donc les techniques de construction sont assez semblables. On va venir planter des pieux dans le fond de la rivière sur une longueur d'à peu près 2/3 à 3/4 du cours d'eau pour avoir une assez bonne efficacité. Et encore une fois, en comblant ces pieux avec des matériaux de bois. Donc là, selon l'agencement des pieux, c'est pas forcément du bois souple, ça peut être des éléments un peu plus grossiers, des branches, des rondins un peu plus importants. Et cette structure va donc concentrer vraiment les flux et donc la puissance du cours d'eau sur la berge opposée et permettre de faciliter son érosion et d'apporter les sédiments qui sont présents dans la berge, dans le lit du cours d'eau, pour qu'ils puissent être ensuite retenus par d'autres structures type les barrages transversaux. Et enfin, on a la technique qui est maîtresse dans les techniques low-tech, c'est le fameux barrage de Castor, où pour le coup, on construit une structure qui s'approche le plus possible de ce que le castor pardon, construirait dans son milieu naturel. Et donc, c'est des branches qui, cette fois, sont plantées de manière parallèle au courant, sur toute la largeur du lit, et qu'on va accumuler petit à petit jusqu'à obtenir la hauteur qu'on souhaite. Et donc, c'est des structures qui sont beaucoup plus perméables parce qu'on va aussi venir combler un peu avec des matériaux plus fins, du sable, des graviers, etc. Et qui ont cette fois pour but de créer cette retenue
qui va permettre, par exemple, la remise en eau de lits secondaires, de chenaux qui étaient à sec ou de zones plus basses dans le terrain. Et il existe des petites variantes de cette structure qu'on peut venir renforcer avec des pieux ou avec des rondins un peu plus importants et qui vont permettre d'avoir une meilleure stabilité de l'ouvrage, notamment si on a des cours d'eau qui sont plus larges ou avec une puissance plus importante pour avoir un peu plus de durabilité, notamment lors des épisodes de fort débit. Et donc, je vais revenir un peu plus précisément sur les effets qu'on attend de ces structures, pardon, qui sont en fait, on essaye d'imiter les effets que le castor va avoir sur le milieu. Donc, le principal effet, ce sera sur la géomorphologie, comme Cyril l'a présenté un peu précisément précédemment, où on va essayer de favoriser les dynamiques sédimentaires d'érosion, de sédimentation, pour permettre cette remontée du lit et la remontée de la nappe qui va avec le soutien des milieux humides, des lits secondaires, des milieux annexes, etc. Et de ces effets géomorphologiques va découler tout un tas d'autres effets sur d'autres sujets. Donc, par exemple, sur l'hydrologie, puisque globalement, à l'échelle du tronçon, les écoulements seront ralentis par les structures, il y aura des déviations des flux, etc. Donc, on aura une meilleure infiltration de l'eau dans le sol, de soutenir la nappe et son approvisionnement. Et cette réserve d'eau souterraine va aussi permettre de soutenir les débits du cours d'eau pendant les débits d'étiage. Et à l'inverse, pendant les épisodes de crue avec des forts débits, ces structures vont favoriser les débordements dans la plaine inondable et donc créer cette réserve d'eau pendant les forts débits et donc d'atténuer les pics de crue en sortie du système. Donc, c'est ce qu'on peut voir sur le schéma présenté en bas, avec en bleu les débits mesurés à l'amont d'un complexe de barrages. Donc, on peut voir des pics assez importants. Et en orange, le même débit mesuré à l'aval du complexe. Et on peut voir que les pics sont beaucoup moins importants. Mais par contre, on a une moyenne globale un peu plus élevée sur ces débits-là. Ensuite, bien Ah, sûr, on aura un effet. Ah, ouais. Oui. bon, oui, enfin, Héloïse, je vous laisse finir sur les effets attendus et puis juste après, on fera un premier petit point arrêt sur quelques remarques qui ont été faites. Pardon, Héloïse, je te laisse continuer, excuse-moi. Pas de souci. Donc, sur la qualité de l'eau, le principal effet, ce sera sur les températures. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites, principalement aux États-Unis, encore une fois, mais il n'y a pas vraiment de consensus qui en est ressorti. Ce qu'on s'aperçoit globalement, c'est que les températures moyennes de l'eau à l'échelle du tronçon pourront être un peu plus élevées. Mais par contre, on va observer vraiment une grande hétérogénéité dans les températures, avec la création de zones plus chaudes, notamment dans les retenues, de zones plus fraîches à l'aval des barrages. Et donc, même si cette température est en moyenne plus élevée, on aura vraiment cette diversification de température avec des poches plus ou moins froides ou chaudes. Il y a aussi tous les processus physico-chimiques qui seront impactés forcément. Donc, par exemple, à l'aval des structures type castor, on aura des conditions plus anaérobies qui vont se développer et donc les processus physico-chimiques qui en découlent. Et à l'inverse, à l'aval des structures, des zones un peu plus oxygénées. Et ces barrages vont aussi pouvoir agir comme filtres à MES, puisque justement les MES vont être retenus par le bois et les matériaux qui s'accumulent dans la structure. Et enfin, le dernier point qui découle de tout ça, c'est bien sûr la biodiversité, puisque on va créer des habitats beaucoup plus diversifiés, pardon, que ce soit dans le lit de la rivière pour la faune piscicole, par exemple, ou la faune complètement aquatique, et aussi dans tout le milieu riverain, puisque le LOTEC a aussi pour but de soutenir donc, les zones humides, de favoriser l'apparition de milieux annexes, etc. Et donc, globalement, création d'habitats plus diversifiés et donc une biodiversité plus importante aussi et plus spécifique aux milieux humides qu'on a un peu perdu dans nos milieux anthropisés. Voilà, donc il y avait des questions, Jean-François, que tu voulais nous Oui, alors, transmettre. bah, on anticipe un petit peu hein, des choses qui sont assez logiques. Donc,
une première question. Alors, je ne vais pas forcément les prendre dans l'ordre, il y a des remarques, des questions, mais on voit que la proposition technique, de toute façon, modifie à un moment donné les éléments de section, les éléments de morpho actuels. Et donc, première question, ces fascines ne sont-elles pas un sujet sensible dans le cadre des IOTA, loi sur l'eau, et comment les services de la DDT ou des DDT s'emparent de ce sujet, en tout cas, comment elles se sont emparées localement de ce sujet? Alors effectivement, on a une diapo spécifique pour ça, Hmm. on en parlera un petit peu plus loin, mais c'était effectivement un point sensible, notamment en ce qui concerne la franchissabilité, surtout quand on est sur ces barrages type pieux, où on sent bien qu'effectivement, ça peut commencer avec des ouvrages qui peuvent être limitants pour la franchissabilité. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est des ouvrages qui sont temporaires. La réglementation telle que j'imagine en tout cas qu'elle a été conçue en ce qui concerne les barrages, c'est les autorisations, c'est pour créer des barrages permanents, c'est-à-dire des barrages béton, enrochement ou autres, qui une fois qu'ils sont construits vont rester et donc avoir un impact sur la continuité pendant plusieurs années. Là, les ouvrages qu'on crée, en fait, ils ont pas un temps de vie très prolongé. C'est rarement plus d'un an, soit parce qu'ils sont ruinés parce qu'il y a une érosion en berge, soit parce qu'en fait, ils finissent par se combler totalement. Et ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est jamais un ouvrage qui est posé seul, ils sont toujours en cascade en fait. Et donc, si on a une différence de niveau d'eau entre l'amont et l'aval, en fait, à l'aval, notre objectif, c'est d'avoir aussi un ouvrage qui va aussi remonter le niveau d'eau et donc atténuer ces différences de niveau pour à la fin avoir en fait un lit qui globalement remonte sur tout le linéaire. Et donc, si on est amené à créer un ouvrage relativement important, on peut en fait faire une petite échancrure au milieu pour en fait permettre la franchissabilité piscicole, en tout cas la facilité, notamment sur des cours d'eau de première catégorie, parce que je pense que vous l'avez compris, c'est essentiellement sur des cours d'eau de première catégorie qu'on peut réaliser ce type de travaux. Et donc, une truite a quand même des capacités de saute relativement importantes. Donc, avec une échancrure, on peut lui faciliter la vie. Et pour toutes les autres petites espèces, ce qu'il faut imaginer, c'est que les ouvrages qu'on crée, en fait, sont pas d'une efficacité redoutable. Il y a des trous un petit peu partout, il y a de l'eau qui passe un peu par en dessous, donc un chabot pourra se faufiler sur le fond, pendant qu'une truite pourra passer par-dessus. Et de toute manière, dans 6 mois, cet obstacle à la franchissabilité n'existera probablement plus. Voilà ce qu'il faut avoir en tête. Et c'est en fait ça qu'on a amené avec, vers la DDT, puis on en parlera un petit peu plus loin, peut-être pour pas griller le suspense de Ouais. comment est-ce que ça a été vu. J'ai vu qu'il y avait aussi une question, alors du coup je les ai lues, sur l'apport de sédiments. Hmm. C'est vrai que ça aussi, du coup, c'est la logique qui n'est qui est un peu difficile à imaginer au début, c'est que sur nos cours d'eau incisés, il faut apporter des sédiments. Si on veut remonter, à un moment donné, il y a pas le choix. Soit on creuse un nouveau lit qui est au bon niveau, soit on réalimente en sédiments. Et là, leur credo, c'est de se dire, bah, en fait, les sédiments, on les prend sur les berges et on crée en fait une sorte de lit dans le lit, une sorte de lit moyen, une sorte de terrasse alluviale un petit peu plus basse. Et en fait, on se recharge en sédiments sur les berges de chaque côté. C'est pour ça que dans les critères d'application, j'ai bien appuyé sur ce point-là, il faut des berges érodables avec des matériaux dans les berges. Sinon, bah, en fait, on n'aura jamais de remontée du fond. Et en ce qui concerne l'apport des sédiments, bah, oui, effectivement, on pourrait apporter des sédiments en se disant on les apporte et on va les retenir sur place avec nos différents ouvrages. Sauf que là, on commence à sortir un petit peu du low-tech, ce que ça veut dire prendre des sédiments quelque part, les mettre dans des camions, les ramener sur place. Donc, voilà, on sort un petit peu du low-tech, mais ça peut être envisageable, enfin, ça peut venir en complément, en renfort de ces aménagements. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Oui, oui, merci. Enfin, on y reviendra peut-être plus tard, mais on voit bien apparaître, hein, juste très rapidement, effectivement, ces aspects de circulation piscicole, franchissabilité temporaire, partielle, espèces cibles, peuplement piscicole en présent, parce qu'on est tous quelque part, certains d'entre nous, assez sensibles à ces éléments. Donc voilà, on sait que ces dispositifs présentent des franchissabilités partielles. Et comme le dit Antoine, à travers ta remarque, Antoine, effectivement, on a des franchissabilités latérales qui se mettent en place. Ça, c'est assez courant. Donc,
voilà. Et puis, bah, il y a ce côté réglementaire sur lequel on viendra. Oui, Euh, effectivement, le but, c'est d'avoir des multi-chenaux à la fin et ouais, donc d'avoir une franchabilité qui peut se faire par un autre chenal plus ouais, facilement. ouais, des chemins de circulation qui se créent, qui se mettent en place. Mais on voit bien poindre un petit sujet et je m'arrête, mais les objections de nos objecteurs. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, Oui, les objections voilà, mais ces objections sont assez logiques parce que comme c'était indiqué, effectivement, le cycle de succession fluviale slide sur lequel on est pas si intuitif que ça. non, Tu as bien eu voilà, raison de le souligner, Cyril. Je vous propose de continuer. ça marche. Alors, où est-ce qu'on en était? On était sur les effets. Et donc, voilà, on voulait vous présenter deux exemples qui nous ont marqués. Un premier exemple aux États-Unis sur, c'est Okanagan Island. Je pense que c'est un peu l'équivalent d'une réserve naturelle ou d'un parc, qui a porté un projet assez intéressant entre 2016 et 2018, mais il continue un petit peu à l'entretenir depuis. Ils ont travaillé sur à peu près 600 mètres de cours d'eau. Ici, vous avez une route hein, sur le côté. On n'est pas non plus perdu en pleine nature, hein. On a une route tout à côté. Puis en fait, on avait un fond de vallée assez naturel, mais avec un cours d'eau qui s'est excessivement incisé. Vous verrez les photos, c'est assez impressionnant. Et donc, ils ont développé un projet où ils ont mis en place une densité d'ouvrages très importante. La première année, il y a 26 ouvrages qui ont été construits. Et ça, je ne sais plus si j'ai appuyé dessus, mais c'est très important. Il faut bien avoir en tête que quand on se lance dans ces techniques-là, il faut avoir en tête une notion dite de complexe, c'est-à-dire qu'on ne crée pas un ouvrage pour l'effet de l'ouvrage, on crée un ensemble d'ouvrages qui vont interagir les uns avec les autres. Certains qui érodent, d'autres qui maintiennent les matériaux, et c'est important d'imaginer le projet sur un tronçon relativement important et créer tout un tas d'ouvrages qui vont se répondre les uns les autres. Donc les coûts qu'on a pu trouver pour cette opération pour les 600 mètres, c'est à peu près 55 000 dollars, donc ce qui nous fait à peu près 90 dollars du mètre linéaire. Le projet global est plus important où ils ont inclus le coût en temps de personnel, la communication, le suivi, la mise en place d'une répisylve. Ils ont eu aussi un gros programme de plantation, ce qui nous emmène pour un projet global à un peu moins de 400 dollars du mètre linéaire. Donc, ils ont intervenu sur essentiellement 2 années, 2016-2017, et à la fin, donc, on a une quarantaine d'ouvrages qui ont été mis en place sur les 600 mètres. Alors, bien sûr, ils ont mis en place un suivi écologique, soit température, oxygène dissous, la hauteur d'eau, la hauteur des sédiments, vraiment un relevé topographique très fin de l'ensemble du lit, et un suivi photographique assez important, ce qui fait qu'on a des photos assez intéressantes à vous montrer. Donc à gauche, vous avez pour vous illustrer un peu l'état initial du lit. Alors on a vraiment un exemple typique, très impressionnant d'un lit très, très incisé, dans ce qui était autrefois en fait une plaine humide. Et donc ils ont commencé à mettre en place ces rangées de pieux en 2016, où on voit donc une densité assez importante, hein. Un ouvrage répond à un autre et ainsi de suite. Et on voit sur la photo de droite, dès 2017, un effet assez impressionnant. Vous avez en fait au premier plan l'ouvrage qui a été créé en 2007, qui était en fait aussi haut que celui qu'on voit derrière en 2017, mais qui s'est complètement comblé à l'amont. Et on a cet effet en fait où du coup on réduit la hauteur d'eau parce qu'il faut imaginer qu'à l'aval il y a un autre ouvrage. Et en amont, bah, on retrouve voilà, des atterrissements qu'on avait pu sur cet ancien lit avec des matériaux en fait qui sont venus des berges. Donc voilà, cet exemple assez intéressant. Vous avez aussi en bas une succession là, sur une année. Il faut bien repérer ce petit piquet avec cette flèche qui marque la hauteur. Vous avez un petit peu une idée aussi de la dimension du lit avec les personnes à l'intérieur du lit. Cette courage transversale depuis le tressé a fait son effet en maintenant les matériaux et vous avez donc en 2017 toujours ce poteau où vous voyez qu'en fait ils ont réussi à créer un atterrissement qui remonte le lit bonnement au moins les 80 centimètres j'imagine. Et donc à l'aval, on a une succession d'ouvrages de ce type qui à chaque fois remontent le lit. Et donc à la fin, l'objectif, c'est d'avoir un lit qui remonte en ayant repris des matériaux pour en s'élargissant de part et d'autre. Donc, on vous a mis dans la biblio à la fin, on vous a mis le lien vers leur site où vous verrez plein de vidéos, plein de photos qui illustrent bien. Vous voyez sur les vues aériennes comment le lit s'est élargi, où est-ce qu'ils ont pris des matériaux, comment ça s'est déposé. Il y a tout le suivi topographique qui est présenté. On voit bien
à quel niveau c'est remonté, comment le lit a bougé en berge. Cet exemple-là est pas mal documenté. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Et donc, il y a un autre exemple, du coup, en France, qui est très connu, sur lequel aussi vous aurez beaucoup d'informations si vous cherchez sur Internet. Donc, c'est celui qui a été mené par Cédric Cadet sur la Lierne et la Véor, par Valence Romanaglo. Alors, les chiffres, on a eu du mal de trouver exactement combien ça a coûté suivant les documents. Ils disent 25 000 euros pour 1 kilomètre. Dans d'autres documents, donc à peu près 25 euros du mètre. Et dans d'autres documents, il est plutôt évoqué 100 euros du mètre linéaire. Donc voilà, on est en tout cas sous les 100 euros du mètre linéaire, ça c'est à peu près sûr. Et donc, dans la même logique, ils ont imaginé leur projet comme un complexe, un ensemble d'ouvrages, avec donc, certains qui servent qui sont des parages mimétiques de Castor, et d'autres qui cherchent à venir éroder. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont réussi à créer des petits bras secondaires, des petits chenaux qui sont apparus à droite à gauche, et qui donc ont permis effectivement de faciliter la franchissabilité de certains ouvrages. Et sur ces chenaux secondaires, bah, sont aussi permis de créer d'autres ouvrages type Castor, toujours dans l'idée de retenir les sédiments et de remonter à la nappe au global. Donc vous avez à droite là une photo où on voit bien cette succession d'ouvrages, encore une fois, un premier ouvrage au premier plan, un deuxième au second plan, et donc un bras secondaire qui est en train de se mettre en place. Et en fait, on voit tout un complexe de petites cascades successives qui retiennent les sédiments dans cette vallée. Donc voilà, c'est un projet qui a été mené entre 2023 et 2024, où ils ont un peu moins d'une vingtaine d'ouvrages qui ont été créés sur cette vallée, avec encore une fois un suivi morphologique, des profils en travers, des profils en long, un suivi de la nappe, donc qui est un des points quand même importants. On cherche à remonter la nappe, un suivi piscicole, justement pour vérifier si on a un retour de la faune piscicole, est-ce qu'on gêne ou pas la franchissabilité, etc. Et bien sûr, un suivi des macro-invertébrés, puis un suivi visuel qu'on fait systématiquement sur ce type d'aménagement. Donc ça, de la même manière, si vous faites une recherche sur Internet, vous allez trouver un tas de vidéos, un tas de documents, d'articles de presse, etc., qui parlent de ce projet. Donc vous verrez beaucoup d'exemples. Alors on en vient maintenant à notre premier projet, maintenant qu'on a compris à peu près comment tout ça doit fonctionner, qu'on sait les ouvrages qu'on doit utiliser. Ben, on a cherché en fait un endroit pour réaliser ce premier projet. Héloïse était déjà venue auprès de nous en tant que stagiaire et avait travaillé sur QGIS par approche cartographique pour identifier des tronçons qui seraient favorables à la restauration écologique au sens où il y ait le moins de contraintes possibles. Et en fait, on a trouvé un site assez facilement qui se situe en fait à l'est de Montbéliard, qui est un petit affluent de l'Allan. Et sur ce petit affluent, en fait, on a un ensemble de parcelles qui sont intégralement propriété de PMA. Ce qui fait qu'on a la chance d'avoir 15 hectares d'un seul tenant propriété de PMA en fond de vallée. Donc on a à peu près 11 hectares de zones humides. Alors des zones humides avec des états de conservation très discutables parce que vous allez voir, on a un cours d'eau qui est très incisé, donc des zones humides qui ont tendance à s'assécher, des milieux qui ont tendance à se refermer. Mais on a un terrain de jeu très important avec plus d'1 kilomètre de rivière sur lesquelles travailler. Pas de contraintes foncières, quasiment pas d'enjeu en fait, parce qu'il y a quasiment rien dans cette vallée, pas de conflit d'usage. Il y a deux petites prairies, mais elles nous appartiennent et en fait l'agriculteur fauche, mais c'est pas avec ça en tout cas qui... Et on a les caractéristiques du cours d'eau qui cochent quasiment, je dis bien quasiment toutes les cases. Donc on a la quasi-intégralité de la largeur de la vallée, bien ce qu'il faut. La pente, on est légèrement inférieur à 1%, donc c'est parfait. On a un cours d'eau de 45 mètres de large qui nous permet de travailler sans être sur quelque chose qui soit trop important. On a une ripisylve, alors qui est suivant les endroits pas très dense, mais à côté, on a des milieux humides qui ont tendance à se refermer, à se végétaliser. Donc en fait, on a des petits saules un petit peu partout qui se développent. Et du coup, un plan de gestion des zones humides qui a tendance à dire bah, on les supprime pour réouvrir ces milieux-là. Donc en fait, on a du bois à disposition et on a même en fait une forêt à disposition sur laquelle on peut directement prendre ces matériaux. Et la chance qu'on a, c'est que le castor est revenu en 2025 sur ce site. Donc, ce qui est la preuve que
il a ce qu'il faut pour s'installer, il a de quoi manger, s'installer sur le site. Pour autant, pour le moment, il a créé aucun ouvrage. Il nous a fait des belles coupes, hein. Il a coupé des arbres de plusieurs dizaines de centimètres de diamètre, mais il n'a pas créé d'ouvrage du tout pour le moment. Enfin, en tout cas, nos castors sur notre territoire à nous, ils n'ont pas l'air d'avoir le mode d'emploi. On n'a aucun barrage qui a été construit chez nous. Le seul point négatif, c'est qu'on a des berges qui sont peu érodables. On a une vallée très argileuse avec à peu près 1 mètre d'argile sous nos pieds. Partout où on a creusé à derrière, on a trouvé à peu près 90 centimètres, 1 mètre d'argile, avec au fond quand même un horizon sablo-graveleux qui est certainement le FZ géologique qu'on a sur les cartes. On trouve des matériaux qui sont même tufés, donc qui doivent dater d'un moment. Et malgré tout, dans cet horizon argileux, ben, on a repéré à certains endroits des inclusions assez importantes de graviers galets. On a des galets de 10-20 cm jusqu'à des tout petits graviers. Donc on a comme ça des horizons qui sont très graveleux par endroits, et donc c'est cela qu'on va viser pour les éroder et les ramener dans la rivière. Mais on se pose la question évidemment de est-ce que ça sera suffisant pour permettre la remontée du lit. Donc voilà, on est dans l'expérimentation, c'est le point d'intention le plus important qu'on a sur notre projet. Donc voilà, pour nous, c'est quand même pertinent d'appliquer ce projet parce qu'on case quasiment toutes les cases. On a juste ce dernier point qu'on va devoir surveiller. Alors Héloïse, du coup, a travaillé plus précisément sur ce site, donc elle va vous présenter très très rapidement à quoi ressemble ce site et donc le projet qu'elle a monté pour nous et qui va être mis en place cette année. Voilà, donc je vais vous présenter un peu le diagnostic qu'on a fait et les objectifs de restauration associés. Et du coup, les approches qu'on a décidé de tester sur le site. Donc pour mieux structurer, on a divisé le site en 3 tronçons qui sont vraiment distincts de par leurs caractéristiques du lit, tout simplement, et les problématiques qu'ils présentent. Et ça va aussi nous permettre de faire des essais de différentes approches low-tech, différentes structures, pour aussi permettre d'avoir un retour d'expérience plus riche et voilà, de tester un peu plus largement ces techniques. Donc pour la première zone, c'est une zone qui est vraiment très incisée, c'est la plus incisée du site. On a des berges qui font entre 1,5 m et 2 mètres, qui sont très abruptes et donc, comme disait Cyril, assez argileuses. Et le fond du lit est très pauvre aussi en sédiments. Et donc notre but sur ce tronçon-là, ça va vraiment être de limiter la progression de cette incision et dans la mesure du possible d'amorcer ce phénomène donc d'aggradation du lit qui est le rehaussement du fond du lit, notamment par le fait de retenir les sédiments qui s'écoulent dans le lit. Et ça va permettre de remonter la nappe qui accompagne notre cours d'eau et donc de reconnecter les milieux qui sont censés être humides dans la plaine alluviale, mais qui sont complètement déconnectés actuellement. Donc pour ça, alors d'abord, voilà quelques images des berges qu'on a actuellement. On peut voir qu'elles sont très hautes, très argileuses. Et sur cette photo à droite, on peut voir cette inclusion de matériaux plus grossiers qu'on a repérés et qu'on va essayer de ramener dans le lit. Donc pour ça, on a différentes structures qui sont prévues. Les premières, c'est les post-line wickerway, donc ces structures transversales de pieux tressés qu'on a placées sur le site avec une structure qui est située vraiment tout à l'aval et qui va aussi permettre, de par ces pieux qui dépassent et on peut laisser dépasser, on n'est pas obligé de les couper au niveau du tressage, et d'agir aussi comme part en bâcle s'il y a des éventuels morceaux de bois qui se détachent des structures amont, etc., pour éviter les possibles embâcles dans les infrastructures aval, notamment pour les communes qui sont situées un peu plus loin. Et donc, couplé à ces structures qui vont retenir les sédiments, on aura les fameuses structures érosives qui vont éroder la berge pour apporter les matériaux qui sont présents dans le lit afin d'être tenus par nos structures transversales. Donc, ces structures érosives, on a décidé de les placer donc en amont, pardon, bien sûr, de ces structures transversales et de les situer en face
des endroits où on a justement repéré cet horizon bien marqué de matériaux grossiers pour être sûr d'avoir quand même un peu de matériaux à apporter dans le lit et avoir cet effet d'érosion de la berge. Même si bien sûr on ne s'attend pas à des effets aussi spectaculaires que sur le projet américain qu'on a présenté parce que le lit est quand même assez pauvre en sédiments. Donc on arrive ensuite sur la deuxième zone qui est donc en amont de celle que je viens de vous présenter. C'est une zone vraiment centrale et qui présente plusieurs caractéristiques un peu plus spécifiques. La première, c'est qu'elle se situe juste à côté d'une zone polluée, qui résulte des activités industrielles passées du site. Donc là, c'était une émaillerie qui a relâché ces matériaux pollués pendant plusieurs décennies. Donc ça s'est arrêté dans les années 80, mais on peut voir que la tâche est encore très présente, il n'y a rien qui pousse dessus. Donc assez grosse problématique sur le site. Et autre caractéristique, c'est que la Féchotte à cet endroit a déjà été restaurée. Donc il y a eu un reméandrement en 2009 qui a permis de, premièrement, éviter justement le passage du lit au milieu de la zone polluée et de retrouver des fonctionnalités écologiques un peu plus fonctionnelles sur ce tronçon-là de la Féchotte. Et enfin, on a un petit ruisseau qui conflue avec la Féchotte en rive gauche. Il prend sa source juste au pied de la colline, donc il est assez court. Mais il y a quand même une incision qui remonte depuis la Féchotte et qui est assez importante, avec des berges qui font à peu près 1 mètre de haut à l'aval du ruisseau, et le fond complètement argileux, donc il y a plein de matériaux dans ce ruisseau-là. Bon, après, l'incision régressive a quand même été un peu ralentie par des seuils naturels, des racines, etc., qui ont permis qu'elle ne remonte pas jusqu'à la source. Mais, euh, mais elle est quand même assez importante, surtout à l'aval. Et donc, en termes d'objectifs, cette fois, ça a été plus de reconnecter le cours d'eau avec les zones humides et les zones plus basses dans le terrain. On a décidé de ne pas travailler directement sur le lit principal de la Féchotte qui a été reméandré, parce que justement, on a ce risque de favoriser les débordements et la zone polluée est en fait pas si haute que ça par rapport au cours d'eau. Et donc, on a eu peur, en intervenant sur ce lit-là, de favoriser aussi l'inondation de cette zone polluée et donc le déversement de toute cette pollution directement dans le cours d'eau. Et donc, on s'est concentré plus sur le petit ruisseau où on a repéré des zones plus basses dans le terrain qui vont pouvoir être justement réhumidifiées, voire mises en eau plus facilement. Cette fois en utilisant des vrais barrages de castor, donc les beaver dam analogues, qui vont vraiment créer cette retenue et du coup la remontée du niveau d'eau en amont et le débordement dans ces zones plus basses. Donc le premier qui est situé complètement à l'aval du ruisseau, qui va aussi permettre d'arrêter cette incision qui remonte de la Féchotte et remettre donc les deux petits bras plus bas qu'on a repérés. Et le deuxième qui est situé complètement à l'amont du ruisseau, presque au niveau de la source, et qui va permettre de faire vraiment déborder l'eau qui s'écoule de cette source sur les terrains. Et par débordement, on espère aussi remettre en eau des petites mares qui avaient été créées lors du reméandrement de la Féchotte, mais qui en fait sont complètement à sec la plupart du temps, parce qu'elles sont pas assez profondes ou parce que justement le lit de la Féchotte est trop bas et donc la nappe ne parvient pas à les alimenter. Et donc on espère, de par ces débordements, pouvoir les réhumidifier au moins. Et enfin, sur notre dernière zone qui est située tout à l'amont du site, à l'amont aussi d'une digue donc, de protection contre les inondations qui est présente ici. C'est un cours d'eau qui est un peu moins dégradé que les deux premiers tronçons, je dirais. En tout cas, il est encore assez méandriforme. L'incision est moins marquée aussi. On a des berges un peu plus raisonnables, donc entre 50 cm et 1,5 m quand même, et un lit un peu plus riche en sédiments. Et c'est aussi le tronçon où on a le moins de contraintes qui s'appliquent. Donc, il n'y a pas d'usine, pas d'installation. La seule installation présente, c'est une ancienne station de pompage qui n'est plus en activité depuis les années 90 à peu près, qui du coup ne représente aucun enjeu sur notre projet. Et on est au milieu d'une forêt, donc on a vraiment une ressource en bois très importante aussi.
Et donc là, l'objectif, comme sur la zone centrale, ça va être de remonter le niveau d'eau du lit et la nappe qui va avec pour pouvoir remettre en eau, réhumidifier des milieux plus bas dans la plaine alluviale. Donc on a encore une fois, deux ouvrages qui sont prévus. Ce sera encore des structures type castor, mais cette fois, on pense les solidifier avec des pieux et des rondins un peu plus gros possiblement parce que le lit est beaucoup plus large. Ici, on est plutôt sur 5-6 mètres de large. Et donc, ça va nous permettre une meilleure stabilité simplement lors de la construction et pour leur effet, tout simplement. Et donc, cette fois, un premier ouvrage qui est situé plutôt dans la partie aval, en face de la prairie, et du coup, avec lequel on espère pouvoir remettre en eau une terrasse dans cette prairie qui est un peu plus basse et faire justement cette zone humide de plus de type prairie. Et le deuxième, qui est juste en amont de la station pompage, et donc toujours le même type castor, mais par contre, cette fois, on espère remettre en eau un chenal qui est présent, qu'on suppose avoir été associé à la station pompage. Il y a possiblement un puits qui était capté au bout de ce chenal. Et du coup, en remettant ce petit point bas en eau, on espère pouvoir acheminer justement l'eau au milieu de cette forêt. Donc là, on est vraiment dans une zone forestière et créer encore une fois une zone humide ou réhumidifier cette forêt plus spécifiquement milieu humide de forêt par rapport à la prairie à l'aval. Donc voilà pour les interventions qu'on a prévues sur ce projet. Héloïse, je me permets un deuxième petit point d'arrêt tout de suite parce que Oui. c'est une petite question, mais juste pour revenir sur, alors il y a une question qui s'adresse sur l'ensemble des zones, je pense. Bon, on va y aller sur celle-ci. L'aspect de projection hydraulique, de modélisation hydraulique, vous avez abordé, Héloïse, tu as abordé un petit peu cette notion de débordement sur parcelle annexe. Alors, c'était une question de, voilà, ben, très, très, très conventionnelle, mais évidente. Avez-vous réalisé une note hydraulique sur l'impact des niveaux en crue pour confirmer qu'il n'y a pas de risque sur les enjeux de proximité? Ça a introduit aussi la notion un petit peu de BF, hein, espace de bon fonctionnement, et puis une question aussi sur la maîtrise foncière. Alors, du coup, comme on n'a essentiellement pas d'enjeu, on n'a pas pris temps du tout sur ces questions de l'hydraulique. On ne s'est pas du tout amusé à faire des calculs pour essayer d'imaginer ce que ça donne. On a la quasi-totalité de la vallée à disposition. Donc, plus on a de débordements, mieux c'est. Le seul secteur où on a un voisin dans le fond de vallée, c'est vraiment tout en aval. Je sais d'avoir la carte. On a cette petite zone industrielle qui est autour, mais qui est sur 1,50 m de remblai. Donc, pour la Centenale, ils ne sont pas inondés. Donc, à partir de là, on ne s'est même pas posé la question de si nos petits ouvrages allaient avoir un impact sur la Centenale. On va être dans le pouillem enfin, toute la vallée est inondée lors de la Centenale, sauf cette zone industrielle au-dessus. Donc, on considère que c'est pas quelques petits ouvrages dans le fond de vallée qui va changer quoi que ce soit. Donc, on ne s'est pas du tout intéressé à cette question de l'hydraulique parce qu'on avait un peu le champ libre autour. Et au niveau réglementaire, ça n'a pas été une question fondamentale là-dessus. Euh, je pense que c'est probablement pas la même chose si on était plus proche ou dans le centre d'une agglomération, mais en fait, c'est pas là qu'on va chercher à faire ce type d'ouvrage. Surtout pas si on a des zones inondables à proximité. Donc, en fait, c'est pas, si on a des zones, si on a des enjeux à proximité, c'est pas le secteur idéal sur lequel appliquer ce type de méthode. Ou alors, effectivement, il faudra peut-être un peu plus se pencher sur le volet hydraulique, mais qui va être très compliqué à aborder, puisqu'on a des ouvrages qui sont temporaires, qui évoluent en plus dans le temps. Donc, comment les simuler? Est-ce qu'on simule une fois le chantier tout juste fini? Est-ce qu'il faut voir ce que ça donne au bout d'1 an quand ils auront lâché, que les sédiments vont commencer à combler le lit? Enfin, c'est du coup quelque chose qui va être, à mon avis, très difficile à aborder. La seule chose qu'on peut imaginer, c'est qu'on va un petit peu augmenter la rugosité en fait du lit mineur, parce que tous nos ouvrages, en fait, c'est ça qu'on cherche à créer, c'est plus de rugosité pour tenir nos sédiments.
Mais sur des crues importantes, c'est pas la rugosité du lit mineur qui est essentielle, surtout quand on a des débordements un petit peu partout de chaque côté. Donc voilà, en tout cas, dans ce projet-là, on ne s'est pas du tout questionné sur les questions hydrauliques comme on pourrait le faire en zone d'agglomération. Donc pas de note hydraulique, pas de modèle, juste pour répondre à la dernière question, pas de modèle hydraulique. Et d'ailleurs, ça réinterroge justement sur ces notions d'introduction dans un modèle 2D, enfin bon, dans une modélisation hydraulique, les ouvrages très temporaires avec des niveaux de perméabilité évolutifs, comme tu l'as dit, Cyril. Euh, voilà, on voit à peu près un côté enjeu faible, maîtrise foncière, une notion d'espace de bon fonctionnement tel qu'il a été posé dans les principes initiaux. Et on voit que la reproductibilité est pas, il y a un vrai choix qui conditionne après le fait que On derrière, fait bah, le départ. on s'évite tout ça. Juste, je me permets de souligner, parce que tu l'aborderas après, mais ça sous-entend bien évidemment aussi des positionnements de services d'État, de services instructeurs, non pas spécifiques, mais on sait qu'ils peuvent varier. On s'en parle tous régulièrement tout au long de l'année sur les 8 départements de la région, par exemple, ou les 10 départements avec le territoire de l'EPTB. Et là, il y a bien évidemment quelque chose à partager avec les services instructeurs pour ne pas avoir la note hydraulique systématisée ou systématique, ou qui ne voudrait d'ailleurs peut-être pas dire grand-chose. Enfin voilà, on voit bien il y a des choses à partager avec nos collègues de services d'État, quoi, pour faire avancer ce type de projet sur certains cours d'eau. Zone 2, une J'ai- question j'ai- très précise d'Antoine. Oui, Cyril, pardon. Ah oui, sur les drains, je crois que je l'ai Oui, vu. sur le MNT, Alors, là. voilà, effectivement, on ne l'a pas précisé, mais sur le fond, donc c'est un MNT avec un lidar HD propre qui a été réalisé en interne avant celui de l'IGN, ce qui fait qu'on a une précision très importante sur la topographie du fond de vallée. Donc, vous voyez bien que, par exemple, la zone industrielle qui est au nord, elle est sur un immense remblai. Et on a effectivement dans la vallée des drains un petit peu partout qu'on voit bien. Ces petites ombres, là, c'est des petits drains. Et alors, je vais vous mettre aussi sur la partie amont. Voilà, sur la partie amont, on a aussi ces petits drains un petit peu partout dans les fonds de vallée. Et effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas creusé plus que ça, mais sur lequel on pourrait travailler dans cette zone naturelle qui nous appartient en intégralité, à essayer de reboucher ces drains pourrait faire du bien, surtout quand on cherche à créer des débordements pour essayer de retenir l'eau dans notre vallée plutôt que de la drainer en direction des cours d'eau. Et d'ailleurs, dans les techniques dont on parle, bien souvent, ils accompagnent les aménagements de petits terrassements à l'appel brouette, pour le coup, pour chercher soit à créer des petits canaux secondaires, en tout cas amorcer le début d'un canal secondaire pour faciliter l'arrivée de l'eau dans une certaine zone, mais on pourrait très bien imaginer de récupérer cette terre-là, donc c'est quelques brouettes, hein, pour aller justement contrecarrer ces drains qui sur le terrain sont quasiment invisibles, hein, parce que là, ce dont on parle, c'est 10 cm de hauteur entre le fond du drain et puis la bosse. C'est invisible sur place avec la végétation. Mais grâce au lidar, on arrive à le repérer et faudrait qu'on y travaille. C'est pas prévu dans le cadre de l'opération de cette année, mais dans les années à venir, je pense qu'on sera amené à se dire à chaque fois qu'on cherche à créer un débordement, de bien le contrecarrer, ces drains, pour pas qu'ils nous ramènent l'eau ou les mineurs un petit peu plus loin sans avoir une vraie stagnation sur le site. Et j'avais vu aussi des questions sur l'acceptabilité locale Oui. qu'on n'a pas du tout abordé dans le cadre de cette présentation, parce qu'en fait, on n'a eu aucune difficulté là-dessus. C'est un projet qui a été présenté en bureau de l'agglomération. Euh, voilà, juste pour dire qu'on lance un projet, on a mis, je crois, 10 000 euros au budget pour l'opération, presque rien, hein. Donc, ça a fait l'objet d'une présentation à nos élus référents GEMAPI et à la commission spécifique GEMAPI. Alors, dès qu'il y a le mot castor, du coup, ça intéresse beaucoup, ça a interrogé beaucoup, mais au final, ça a été vu d'un bon œil euh, par tout le monde, quasi intégralement. C'est un projet qu'on a été présenté aux 3 communes concernées, parce qu'il y a une commune en amont, il y a une commune sur laquelle les ouvrages sont placés, et il y a une commune en aval.
Donc, on a fait l'effort d'aller présenter les projets aux trois communes, parfois en conseil municipal, et à chaque fois avec un intérêt très intéressant. Enfin, ils étaient très intéressés déjà de découvrir qu'il y avait du castor sur le territoire parce qu'ils étaient pas au courant qu'il y avait du castor. Et toutes ces techniques de restauration low-tech, basées sur des processus qui cherchent à imiter le castor, et ben ça a intéressé en fait beaucoup d'élus. Et il y a pas mal d'élus qui nous ont dit dites-nous quand est-ce que vous faites les travaux, on voudrait venir vous donner un coup de main, ou je suis sûr que dans la commune, on peut vous trouver des gens pour vous aider. Enfin, voilà, il y a eu une acceptation locale vraiment très facile. Au niveau des pêcheurs, c'est là où il y a eu le plus de questions, évidemment, sur ce qu'on a un peu parlé tout à l'heure, la franchissabilité, la température. Donc, on s'est engagé à faire un suivi assez important pour vérifier si on a un impact et comment le mesurer à l'échelle de nos ouvrages et à l'échelle du tronçon entier. C'est la partie dont on va parler juste après. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est un tronçon quand même qui est très dégradé. Donc, il y a de la truite, mais il y a peut-être pas le quart de ce qu'on est censé avoir. Il y a beaucoup d'espèces qu'on devrait retrouver qui ont disparu. Donc, oui, peut-être une problématique là-dessus, mais on espère vraiment améliorer les choses et pas les dégrader. Donc, on sera vigilant aux résultats. Et les pêcheurs, en fait, une fois qu'on a bien précisé que nos ouvrages en fait sont impermanents et donc la franchissabilité n'est pas interdite toute l'année ou ad vitam aeternam. Et donc, une année, la franchissabilité va peut-être être difficile sur un tronçon, mais parfaitement rétablie l'année suivante. Et la troisième année, ben, on va recréer des ouvrages à cet endroit-là, donc on va refreiner un peu la franchissabilité. Et je dis freiner parce que les ouvrages qu'on va créer, ils vont pas faire 1 mètre de hauteur. C'est des chutes de 40, 50 centimètres au maximum, et on a la possibilité de créer une échancrure pour baisser encore cette chute. Donc, voilà, c'est pas une franchissabilité qui est bloquée de manière permanente. Et sur la température, bon, on a toujours ce jeu de si on remonte la nappe, on a un soutien à l'étiage avec de l'eau de nappe qui est plus fraîche. Si on arrive à créer des atterrissements importants, ben, on va aussi avoir des refroidissements. Enfin, on va créer aussi des refuges thermiques sur certains affluents ou autres. Et donc, on espère quand même d'avoir un plus. Et puis, ils ont bien compris qu'on était sur l'expérimentation. On n'est pas totalement certain de ce qu'on va faire, de comment ça va fonctionner, etc. Qu'on a mis le paquet sur le suivi pour pouvoir conclure à la fin. Et du coup, voilà, sachant que c'est un côté expérimental, etc., que c'est pas non plus le spot de pêche le plus intéressant du secteur, ben voilà, passer ces deux, trois explications, ils étaient OK, voire même, je pense que si on cherche un ou deux bénévoles, on en aura aussi du côté des pêcheurs, même si la classe d'âge n'est pas trop favorable pour faire des travaux manuels, mais on en trouvera peut-être quelques-uns de motivés. En tout cas, voilà, une acceptation locale comme on en rêve, quoi. Ok. Antoine, je te passe la parole. Tu as levé la main? Oui, il y avait une question sur la Lierne, le contexte qu'il y a autour de la Lierne. C'est une Oui, rivière donc qui est incisée au milieu de terrasses agricoles très vastes. Mais en fait, il y a une sous-terrasse agricole et la sous-terrasse agricole, elle est réensauvagée avec une forêt un peu comme ici. Et donc, on est à un cadre où il n'y a pas de contrainte de voisinage. Les propriétaires ont accepté, entre guillemets, le débordement et tout ça. Et pour la partie acceptation des élus, ils ont plutôt été suiveurs en fait entre guillemets au départ, mais après ils se sont appropriés parce que certains élus ont demandé la même chose, pas forcément à la même échelle, au sein même de leur village. Je crois que c'est Chabeuil. Alors je ouais. sais pas comment ça a été réalisé à Chabeuil, mais je sais que ça a été fait. Donc pour dire que en France, moi ce que j'ai vu, c'est mon expérience, c'est plutôt en contexte semi-forestier comme ça. Alors qu'aux États-Unis, on voit qu'on est en contexte de plaine. Voilà, juste pour dire ça. Merci. Merci On voit Antoine. bien sur la photo, on voit bien que en fait, les terrains naturels au-dessus sont beaucoup plus hauts et qui sont dans une petite vallée un peu isolée, quoi. Euh, Donne-moi l'idée de pas relater quelques questions. On les a vues, on les a bien vues, mais pour rester dans le fil de notre heure 30, 11h30, Cyril et Louise, je vous propose de poursuivre par la Ouais, dernière partie et on va puis y on aller. remontera à un moment donné. Et de toute façon, dans tous les cas, hein, les questions, voilà, on apportera des éléments au besoin a posteriori. Je vous Voilà, laisse. on arrive sur la fin et donc, comme j'ai précisé, on a mis en place un suivi relativement important. C'est le suivi qui va nous coûter plus cher que les travaux.
On a un suivi photographique assez important avec des vues drone, avec des vues au sol. On a des relevés topographiques, des profils en travers, des profils en long, histoire de voir dans quelle mesure on a érodé les berges, dans quelle mesure on a remonté le fond du lit. On a un suivi biologique qu'on a voulu le plus large possible, histoire de discriminer si c'est nous qui avons eu un impact sur le cours d'eau ou s'il y a d'autres paramètres qui ont pu faire qu'on n'a pas atteint nos objectifs. Parce qu'on a quand même une commune en amont, on a quand même voilà, quelques habitants, et il y a eu par le passé des problèmes d'assainissement aussi qui ont pu limiter le stock de poissons qu'on peut avoir sur site. Donc on a un suivi diatomée, classique invertébrés aquatiques et de M2, un suivi piscicole qui sera effectué sur plusieurs stations. On a aussi la chance que en amont immédiat, je vais remettre la carte, pourquoi j'arrive pas à remonter. Ouais, bref, en amont immédiat de la zone la plus en aval, enfin, on a une station qui est suivie par la Fédération de pêche depuis des dizaines d'années. Donc en fait, on a de la donnée piscicole 100 mètres en amont de notre zone. Donc on a cette chance-là d'avoir un recul assez important, piscicole et température déjà. Et donc nous, on va le compléter sur le site et le compléter à l'aval immédiat, notamment ce qui concerne la température, pour voir entre l'amont et l'aval de notre tronçon si on a globalement réellement augmenté la température ou baissé, etc. Donc voilà, un suivi biologique et puis un suivi des habitats, à la fois des habitats aquatiques avec un IAM sur les stations de pêche, sur chaque station de pêche, et une cartographie des habitats terrestres. Alors comme il y avait donc un plan de gestion en zone humide, il y a déjà une cartographie qui date de 2010, alors qui n'est pas sur l'ensemble du site, qui est sur une bonne moitié aval, parce que initialement bon, on n'avait que cette zone-là qui était propriété de PMA, puis les propriétés se sont étendues en amont. Donc on a aussi un point de comparaison assez ancien sur la cartographie des habitats terrestres et des zones humides. Donc on va refaire cette année, histoire déjà de voir comment est-ce que nos milieux ont évolué. Et puis bah, évidemment, on le refera une plus 3, une plus 6 pour voir si on a réussi à modifier cette cartographie des habitats. On espère avoir des zones humides qui ont gagné du terrain sur le secteur. Et des habitats aquatiques, évidemment, un peu moins homogènes sur la zone. Donc voilà, c'est un suivi qu'on veut à peu près sur 6 ans, comme on fait classiquement, le plus large possible, tout en restant quand même dans une enveloppe contenue, parce que le but non plus n'est pas d'avoir un suivi qui coûte 10 fois plus cher que les travaux. Euh, mais comme on est sur un projet un peu expérimental et qu'on aimerait l'étendre après sur éventuellement le reste de notre territoire, on voulait quand même qu'il y ait un suivi relativement important. On a mis en place aussi des piézos pour suivre le niveau de nappe. Alors, c'est de l'artisanal, hein. On a creusé un trou à la tarière. On a mis en place des tubes percés pour drainer la nappe. Et à l'intérieur, on a une sonde qui mesure la pression de l'eau. Et donc, par calcul, en fait, on peut retrouver le niveau d'eau dans les piézos qu'on a créés. Et ces mêmes sondes servent en fait aussi à mesurer la température de l'eau. Donc on a aussi des sondes qui vont être placées en amont, par exemple, de certains barrages relativement importants pour voir si on a vraiment un changement de la température, un échauffement ou pas. Et donc tout un programme avec une station amont, une station totalement en aval de nos aménagements et un réseau de piézos à proximité de nos aménagements pour voir si on arrive vraiment à faire remonter cette nappe. Donc voilà en ce qui concerne le suivi. Et donc pour la question qui fâche, non, en fait, personne ne s'est fâché du tout sur cette question réglementaire. Mais effectivement, quand on a amené le projet à la DDT du Doubs, comme c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu par ailleurs, nous, on a tenu à les rencontrer en personne, ce qu'ils ont enfin, tout à fait accepté. Ils étaient très preneurs. Donc, on a pu se déplacer à Besançon pour leur présenter le projet et justement leur expliquer la base, comment c'est censé fonctionner, parce qu'effectivement, voilà, c'est la première fois qu'ils voyaient ce type d'aménagement sur le département du Doubs. Donc, ils avaient beaucoup de questions. Et en fait, assez rapidement, avant même qu'on arrive à cette question réglementaire, la réponse qui nous a été donnée, c'est il n'y a pas photo, c'est du 3350.
Donc, je vous rappelle, c'est la petite rubrique magique pour tous les projets de restauration écologique de cours d'eau qui nous permet de passer en déclaration et d'être exclusif de toutes les autres, et donc y compris de celles qui concernent la modification du profil en long et en travers, celles qui concernent la création de barrages, par exemple. Il n'en est pas question, puisqu'en fait, c'est un projet de restauration écologique avec une notion complexe où en fait on crée un aménagement qui concerne plusieurs centaines de mètres de cours d'eau et qui ont vraiment un objectif clairement de restaurer les zones humides, de restaurer la fonctionnalité des cours d'eau, de permettre à une ripisylve de se réinstaller parce qu'elle aura les pieds dans l'eau, qui va permettre en fait, ben oui, un remodelage hydromorphologique, voire un reméandrage, parce que nos ouvrages érosifs, ce qu'on veut, c'est qu'ils aillent chercher plusieurs mètres de chaque côté, de chaque côté. Et oui, il y aura une recharge sédimentaire qui va pas se faire comme on le fait classiquement grâce à des camions qui ont pris des sédiments par ailleurs, mais qui va se faire en prenant des matériaux directement dans la vallée, directement dans les berges. Et puis, il y a un autre point, voilà, de restauration de zones naturelles d'expansion de crue. Oui, on va améliorer les débordements, mais on n'a jamais vendu le projet comme étant un projet qui va permettre la réduction des inondations. Pas du tout. On n'a pas été sur ce champ-là, mais on sent bien que oui, on va faciliter les débordements en zone naturelle, c'est clair. Et donc, sur notre secteur, on a aussi un PPRI. Mais dans ce PPRI, dans la majorité des PPRI, il y a souvent un petit article qui permet d'autoriser. Alors, je vous ai mis textuellement la phrase qui est mise dans notre PPRI, les travaux autorisés, c'est des travaux d'aménagement hydraulique destinés à améliorer l'écoulement ou le stockage des eaux ou la qualité du milieu récepteur et à réduire les risques. Donc oui, nous, on va améliorer le stockage des eaux, on va améliorer la qualité du milieu récepteur et on va en fait améliorer la capacité de ce milieu à servir d'éponge en crue et de permettre une zone d'expansion naturelle de crue. Donc ces travaux, du coup, sont admis en zone rouge. Là, on est clairement en zone rouge, hein, le PPRI, on est clairement en zone rouge dans le fond de vallée, mais on a cette exemption qui nous permet en fait de créer d'imaginer des projets de restauration écologique de cours d'eau. Une fois le dossier déposé, il y a eu quand même une demande de complément. Alors, je précise quand même aussi qu'effectivement, on a prévu les travaux en dehors des périodes de reproduction de poissons et des oiseaux, parce qu'on sent bien que on va travailler dans le lit mineur, donc oui, on peut avoir un impact sur les frayères, donc on évite la période classique de première catégorie. Pour les oiseaux, on va en parler un petit peu plus tard. Si on est amené effectivement à couper de la végétation, à tailler des haies, etc., on peut avoir un impact du coup sur la nidification. Mais ça n'a pas été un sujet parce qu'on a évité ces périodes-là. Et il y a eu quand même un sujet sur les MES qui revient toujours hein, systématiquement dès qu'on a un projet en rivière. On nous pose la question de comment est-ce qu'on va gérer les MES. Là, initialement, sur ce projet-là, nous, on n'avait rien prévu de particulier, puisque l'objectif, c'est de commencer par créer l'ouvrage le plus en aval, qui est donc ces pieux tressés de petites branches plus petites qui servent à retenir les sédiments. Et en fait, on espère que cet ouvrage-là peut nous servir de filtre anti-MES par lui-même. Et ce qu'on s'est dit aussi, c'est que c'est pas une intervention avec des pelleteuses, on va mettre des sols à nu. Donc, on va produire des MES quand on va piétiner le fond de la rivière, parce que quand on va être 3, 4, 5 dans le fond de la rivière, oui, il y aura une production de MES à ce moment-là, mais on n'est pas sur des quantités similaires à des travaux de restauration de cours d'eau comme on le fait habituellement. Alors, on nous a quand même demandé donc, de préciser ce point-là, et on s'est dit que voilà, ce qu'on allait faire, c'est que l'ouvrage aval va nous servir de filtre anti-MES, soit par lui-même, soit en le renforçant avec des bottes de paille, un géotextile ou quelque chose pour le rendre vraiment le plus opaque possible en matière de suspension pour bloquer les départs sur l'aval du cours d'eau. Voilà. Et donc ces filtres à paille ou ce géotextile, on le retirera de l'ouvrage pour le laisser fini tel quel. Et donc alors, notre chantier, on l'a prévu en juillet et août. Bien souvent, c'est cette période-là qui est visée. On a quand même cette période de nidification qui peut nous gêner. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, nous, nos chantiers, on les fait à partir de septembre. Comme ça, on est sorti de toutes les périodes contraignantes et on a septembre-octobre pour travailler. On peut couper toute la végétation qu'on veut, on peut creuser notre lit, etc., travailler comme on veut. Là, nous, on a estimé qu'il nous fallait à peu près 25 mètres cubes de bois. Ça chiffre vite quand même. Il faut
faut quand même réussir à imaginer la quantité de matériaux qu'on peut mobiliser. Et donc, pour éviter la contrainte nidification, la méthode la plus simple, ça a été de demander aux collègues des espaces verts de nous réserver tout le bois qui coupe sur cette période-là. Donc, on a des pistes cyclables, on a des zones artisanales, etc., sur lesquelles il y a toujours de la sécurisation à faire sur la végétation. Et donc, plutôt que de couper et de broyer sur place, ils chargent dans un camion et ils ont déposé sur site. Et comme ça, en fait, on a des matériaux prêts à être utilisés, des branches de petite taille, de plus grosse taille. Euh, voilà, il y a déjà la moitié du travail qui est fait et donc on n'a pas eu d'impact sur la nidification, pas de coupe en fait sur site dans cette période-là. Alors, notre chantier, donc, il est prévu sur juillet, août, peut-être septembre. En tout cas, c'est cette période-là qu'on vise pour avoir les débits les plus faibles possibles, les niveaux les plus faibles, pour que ce soit pratique en fait de travailler dans le liminaire. On a une première phase du 1er au 14 juillet où en fait on va travailler avec une association de protection de l'enfance qui est basée à Montbéliard, une association avec laquelle on a une convention et on leur propose en fait des chantiers chaque année. Le but en fait c'est de ramener au travail des jeunes qui sont sortis du cycle pédagogique avant le bac, avant leurs 18 ans et de les raccrocher un peu au monde du travail, aux formations, etc. Et ça se fait donc par le biais de petits chantiers qui ont aussi pour but d'être un peu éducatifs, pour un peu les ouvrir à d'autres thèmes, parce que c'est souvent voilà, des jeunes de cité un peu voilà, qui sortent du cycle scolaire. Le but, c'est de les sortir un petit peu de ça, de les emmener dans la nature, de les faire travailler de les faire travailler. Du coup, d'apprendre à se lever à l'heure, d'être présent, etc. Et donc, eux vont travailler sur les 2 premières semaines de juillet pour travailler sur la zone aval, pour créer les tout premiers ouvrages. Et comme c'est un partenariat qui a lieu chaque année, ben, on pense que chaque année, il y aura avec eux un petit chantier pour créer un ouvrage ici, pour créer un autre ouvrage ailleurs, avec à chaque fois un petit support pédagogique. Ce sera l'occasion de découvrir les milieux aquatiques en même temps. Et on a du coup une deuxième phase avec potentiellement ben, les personnes motivées qui sont là aujourd'hui, dans le but de monter en fait un chantier participatif et un temps d'échange. Il n'y a pas un objectif d'absolument créer un ouvrage en fin de journée. On va pas vous faire cravacher comme des fous. Le but, c'est d'apprendre ensemble et de construire tous ensemble le premier ouvrage de type Castor sur le secteur. Donc on aura un petit secteur à l'ombre avec du bois à disposition. Et le but, c'est d'apprendre tous ensemble, le 16 juillet après-midi, à construire un ouvrage sur la rivière. Le matin, on aura visité ce qui aura été réalisé par l'association ASEA en aval. Et il y a une troisième phase de travaux qui se déploiera peut-être pas cette année, alors on verra, mais peut-être qu'en septembre, on imaginera autre chose, et sinon les autres années. Le but, c'est de trouver des entreprises, leur transmettre le savoir pour que, en fait, on ait à disposition localement des entreprises qui soient en mesure de savoir comment construire ces ouvrages pour qu'ensuite, chaque année, il puisse y avoir un petit marché public pour leur dire, ben voilà, vous nous créez ces ouvrages-là, ces ouvrages-là, ces ouvrages-là à tel endroit et ils sauront comment les construire, comment prendre du bois sur place, etc. Avec, on espère, une montée en puissance entre 2027 et 2030 avec d'autres chantiers et des entreprises formées pour aller plus vite et être plus efficaces. Donc voilà, moi j'arrive au bout de ma présentation. Comme on est super sympa, on vous a fait une petite biblio avec les principaux documents à découvrir, que ce soit donc les deux publications de Joseph Wheaton, le guide Pocket, des fiches de retour d'expérience sur la lierne, le petit bouquin donc, de Baptiste Morizon et Suzanne Husky, qui est qu'un bouquin de philosophie, hein, c'est pas de la technique, vous verrez pas la technique là-dedans, mais c'est plus dans la philosophie globale de la chose. Et puis deux, trois liens vers des exemples intéressants. Et surtout, donc, le guide de Lara, qui est en fait une traduction française du petit guide Pocket, ce qui permet d'aborder ces questions-là beaucoup plus facilement, parce que l'anglais technique est parfois un peu difficile à aborder. Et donc, pour ceux qui le souhaitent, il y a donc une journée qui est organisée le 16 juillet, où le matin, l'objectif, c'est ben, de parcourir un petit peu le tronçon de rivière pour ben, voir à quoi il ressemble, qu'on puisse se rendre compte de l'incision, des berges qu'on a, des zones où on a des matériaux à mobiliser, du contexte qu'on a tout autour,
et donc de visiter les premiers ouvrages qui ont été réalisés par les jeunes sur la partie aval. Donc on aura les lignes de pieux tressées et on aura des ouvrages érosifs qui seront tout neufs, tout frais. Et on pourra voir comment ils ont été réalisés, les effets qu'ils commencent peut-être déjà à avoir et discuter de tout ça. On a prévu de manger tous ensemble sur place. On peut se mettre à l'ombre, il y a pas de souci. Et l'après-midi, le but, c'est de se déplacer de quelques centaines de mètres plus en amont et d'imaginer un chantier sur à peu près 3 heures pour pas épuiser tout le monde, surtout s'il y a encore de la route derrière. Là, cette fois-ci, le but, c'est de construire un ouvrage type Castor sur la Féchotte. Donc, il faudra bien prévoir les EPI nécessaires qu'on vous a listés. Ce qu'on a prévu quand même pour bien cadrer les choses, c'est de demander aux personnes d'avoir l'autorisation de leur collectivité. Donc ça, je vais peut-être laisser Jean-François en parler plus précisément de l'inscription à ce chantier et puis de la partie administrative. Mais le but, donc, si vous l'avez bien compris, c'est d'apprendre en faisant pour qu'après, vous ayez les bases techniques, entre guillemets, qu'on aura partagées lors de ce webinaire et sur le terrain, et que vous soyez en mesure d'avoir vu comment on construit un ouvrage et à quoi ça ressemble pour commencer peut-être à en imaginer chez vous. Oui. Oui, ou en prolongement, alors de ce que dit Cyril, je vais faire très court, mais normalement c'est quelque chose qui doit partir demain matin. On demandera à chacun des participants de disposer d'un ordre de mission un petit peu spécifique qui comporte les mentions qu'a évoqué Cyril. Et puis voilà, il y aura voilà, il y aura quelques petites spécificités, mais on pense que c'est complètement acceptable par rapport à vos responsables et vos structures. On arrive un petit peu au terme, il est 29, alors il sera peu évident de reprendre les éléments, mais l'ensemble des éléments sur le chat, mais je vais juste me permettre de revenir. Là, il y a une ouverture d'un sujet, effectivement, de la contextualisation, de la bonne contextualisation, du bon emploi de ce type de technique dans des contextes type tourbière. Donc, ça ouvre un sujet assez conventionnel enfin voilà, sur des MH, ZH, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, quels sont les enjeux qu'on juge prioritaires. Julien nous évoque effectivement toujours cette idée de peut-être continuité versus réunification des milieux. Enfin bref, ça fait mémoire à une journée technique un petit peu spécifique qu'on avait organisée au niveau du RGMA il y a quelques années. Euh, je vais passer assez rapidement, mais je vais essayer de synthétiser un petit peu les interrogations. Antoine, ce que tu évoques sur l'entretien, l'abandon, la recharge, et Cyril, ce que tu as évoqué, ben, oui, effectivement, on est sur un ouvrage complètement dynamique, évolutif, temporaire, qui va s'engraisser ou non s'engraisser, qu'on va devoir réengraisser, qu'on va devoir modifier. On est vraiment sur une projection avec une vision générale et en fait, quelque part, il me semble, hein, bien évidemment, une gestion à l'avancement, intelligente, pas à pas. Et, Oui, et ça, c'est pas forcément des concepts qui sont complètement manipulés par tout le monde et qui commencent, qui l'ont été depuis 10, 20 ans pour certaines structures, mais il y a des cultures, un petit peu de structures qui sont un peu plus figées par rapport à ça. Donc, on voit bien que ces techniques, elles amènent ça. Elles amènent cette idée de réactivité, d'intelligence de situation oui, et d'intelligence collaborative avec ce que tu évoquais, Cyril, sur le qui fait, comment, etc. On voit que ça réinterroge bien évidemment sur des notions d'enjeux parcellaires et effectivement de situations stables avec des zones de non-conflit, pardon pour l'actualité, mais des zones de non-conflit, puisque ça peut totalement. rapidement être dans autre chose. Gérald, l'appropriation de ces barrages, bah, Cyril et Héloïse avaient fait une évocation. Ils ont des castors qui Oui, comportementalement ne font pas de barrage à l'heure actuelle. Il va falloir qu'ils se les approprient sans faire d'anthropomorphisme en tant que comportementaliste, mais il va falloir qu'ils se les approprient. Et puis ça sera justement l'observation qui, je pense, sera faite, hein, Cyril et oui, Héloïse. oui, oui, le but, Euh, c'est vraiment que le castor finisse par nous remplacer. Voilà. Les indicateurs de réussite, eh ben, ils sont un petit peu évoqués dans les éléments d'intention et à travers le suivi, mais ils sont évoqués dans les éléments d'intention, hein, à travers des niveaux de nappe, à travers de la morphologie, à travers des ionaux secondaires, à travers toute une dynamique. Moi, ça me fait juste penser à un moment donné, bien évidemment, même si c'est pas l'objet,
des notions techniques. Alors, on théorise, mais c'est EBF, je l'ai utilisé ce terme, mais également, on l'a pas utilisé, je crois, zone d'expansion de crue. C'est pas l'objet, Cyril, tu l'as dit, mais à un moment donné, comment à un moment donné, à travers des projets, on les réintègre dans des volontés locales plus larges et on les fait parler à des élus qui sont plus sensibles à tel sujet qu'à tel autre, c'est-à-dire qui sont plus inondation que biodiversité. Donc, on a bien quelque chose qui marche bien aussi, je pense. Voilà, donc je voudrais vraiment pas trop déborder, pardon. Je vais laisser Cyril et Héloïse, je vous laisse la parole, mais on va rester dans des temps. Merci pour cette présentation, et puis je vous laisse peut-être avoir le dernier mot. Et puis bah voilà, on essaiera d'apporter des éléments. Merci Antoine pour tous les éléments bibliographiques qu'on viendra adosser, parce qu'il y a les mêmes ou pas par rapport à ce qu'a produit Cyril. Grand merci Antoine hein, pour toute cette transmission. On va bien évidemment voir comment on les ajoute. Cyril et Loïse, je vous laisse petit mot conclusif. Ouais, je pense que tu as tout dit. Moi, je rappelle bien qu'il faut avoir en tête les critères d'application et il y a beaucoup de questions en fait qui recoupent ça. Quelles sont l'utilisation des parcelles aux alentours? Nous, là, c'est excessivement facile parce il n'y a pas de culture, ou enfin quasiment pas. Il y a des petites prairies, mais qui sont fauchées parce que c'est l'entretien de terrain de PMA. Donc, on les paye même pour réaliser ces prestations-là. Donc oui, c'est facile parce qu'on n'a pas d'activité. Oui, c'est facile parce qu'il n'y a pas d'enjeu. Et oui, c'est facile parce que le mot castor permet aussi d'ouvrir des portes et du coup d'intéresser le public, les élus. Et du coup, gardez bien en tête qu'on ne peut pas transposer ces projets-là n'importe où et qu'il peut très vite y avoir des grosses difficultés, des grosses contraintes à cause de l'usage des terrains aux alentours parce que le but, c'est clairement des zones d'expansion de crue et un espace de bon fonctionnement qu'on réactive en totalité, c'est possible, sur toute la vallée. Donc voilà, il faut bien faire attention à ces limites théoriques pour pas espérer des choses, euh, des résultats qu'on n'aura jamais si toutes les conditions ne sont pas remplies. Voilà. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais conclure. Ok. Merci à toutes et tous pour votre participation. Bah, à très bientôt. Voilà. À suivre donc le 16 juillet.